Réussir son bébé, drôle de question que nous nous posons ce soir. Ce titre un peu provocateur nous invite à nous interroger sur les conditionnements actuels qui se sont dessinés autour de la grossesse. Les articles sont nombreux sur la manière de réussir sa grossesse, tel cet article sur un site de pouvoir public, Santé publique France. Vous avez un projet de bébé, point d'interrogation, pensez dès maintenant à la vitamine B9. Avec à l'appui les régimes alimentaires à suivre. Alors bien sûr, ce n'est pas mauvais en soi, au contraire, mais ça peut inquiéter certaines femmes qui ne les suivent pas tout à la lettre. D'autre part, les découvertes en psychologie, en épigénétique, sur les interactions entre la mère et l'enfant et leur environnement, nous en avons parlé la semaine dernière, ont montré combien déjà in utero, l'enfant ressentait beaucoup de choses. Donc ça, ce sont des découvertes qui sont majeures. Pour autant, le risque serait de contraindre exagérément les femmes, car tout n'est pas écrit, bien sûr, dès la grossesse pour l'enfant à naître. De la prévention, on tend à glisser vers des formes d'injonction qui peuvent culpabiliser les femmes. Et c'est tout un climat ambiant actuel qui peut décentrer de l'accueil inconditionnel de l'enfant, comme en témoignent d'ailleurs des femmes dans notre service d'écoute SOS Bébé. Certaines femmes témoignent se posent la question de poursuivre une grossesse, soit qu'elles craignent que l'enfant qu'elles portent pâtisse d'excès qu'elles ont pu avoir avant qu'elles sachent qu'elles étaient enceintes, drogue, alcool, cigarettes, ou encore que le fœtus ressente leurs hésitations à l'annonce d'une grossesse, les conflits avec le père, avec l'entourage, et que le bébé en soit marqué à vie dans son psychisme. D'où une nécessité d'équilibrer les propos et surtout pour les femmes de faire la part des choses, même si ce n'est pas toujours facile. En positif, la médicalisation de la grossesse et puis de l'accouchement et tout ce qui concerne la périnatalité ont permis de faire baisser drastiquement la mortalité maternelle et infantile. Et ça, c'est un magnifique progrès auquel, d'ailleurs, certains d'entre nous doivent la vie aujourd'hui. Au niveau médical, 7 consultations prénatales sont obligatoires en France entre le 3e et le 9e mois et à chaque stade, des outils de diagnostic prénatal ou de dépistage sont proposés. D'abord, les tests sanguins sur la mère pour déterminer le rhésus et les incompatibilités potentielles, mais aussi les risques de contamination de maladies infectieuses au fœtus. Ainsi, le contrôle de l'immunité contre la rubéole, contre la toxoplasmose sont obligatoires. D'autres sont proposés, comme le VIH ou l'hépatite B. Il y a aussi les tests marqueurs sériques pour dépister la trisomie. Donc, depuis 2011, ils sont systématiquement proposés aux femmes enceintes. Et puis enfin, l'échographie. 3 échographies sont obligatoires durant la grossesse pour étudier la morphologie du fœtus, son évolution, sa taille, sa position. Si des risques sont évalués, d'autres examens plus invasifs vont être proposés. Le plus connu, c'est l'amniosynthèse par prélèvement de liquide amniotique qui va consister à analyser les caractéristiques chromosomiques et génétiques du fœtus. Alors, cet examen n'est pas sans risque puisqu'il présente des risques de fausse couche de 0,5 à 1%. En matière de dépistage, toutes les grossesses sont contrôlées par échographie, 85% d'entre elles par ces tests qui évaluent le risque de la trisomie. La question est de savoir quel est l'objectif de ces contrôles. Je mets à part le cas de danger vital pour la mère qui, dans de rares cas, nécessite, ou en tout cas de se poser la question de poursuivre une grossesse ou de ne pas la poursuivre. Mais de manière générale, et ça comme dans beaucoup d'autres pays, la médecine est aujourd'hui dans une tension forte concernant le regard sur l'enfant à naître, entre le soin à apporter aux petits patients, la prise en charge éventuelle in utero ou après la naissance, et puis la proposition d'avortement en cas de handicap. En France, depuis la loi de 1975, l'avortement est possible sans délai, sans limite, si l'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité et incurable.
Autant de notions floues, hein, comme celle de l'incurabilité, qui peut évoluer d'abord avec l'évolution de la science qu'on connaît actuellement. En 2016, ce sont les chiffres les plus récents, 7045 interruptions médicales de grossesse, donc IMG, ont été pratiquées pour des indications sur le fœtus, dont un tiers pour des anomalies chromosomiques. Seuls 684 enfants sont nés avec une pathologie qui aurait pu faire autoriser l'interruption médicale de grossesse. Donc, toutes ces dispositions en matière de diagnostic prénatal ont été encadrées plus précisément par la loi de bioéthique. En fait, on constate que le diagnostic prénatal, assorti d'une proposition d'avortement dit médical, s'est imposé progressivement comme une bonne pratique médicale. La trisomie est devenue emblématique dans notre pays. La France a le record mondial de son dépistage. Résultat, 96% des diagnostics de trisomie conduisent à une interruption médicale de grossesse. Alors, ces pourcentages sont moins élevés en général dans les autres pays, avec moins de pression sur le dépistage. Plusieurs centaines de pathologies moins fréquentes sont aussi analysées et peuvent conduire à des avortements. Et la pression risque de s'accroître dans les prochaines années. En effet, par décret, l'État français vient de décider de rembourser un test nouveau, plus précoce pour la trisomie, parce qu'on a découvert que des cellules des fœtus étaient présentes dans le sang de la mère. Et ce diagnostic non invasif, donc DPNI, consiste en fait par une simple prise de sang de la mère de pouvoir analyser les caractéristiques chromosomiques et génétiques du fœtus. Or, ces tests peuvent se faire dans les délais de l'avortement, c'est-à-dire jusqu'à 12 semaines de grossesse, et pourraient échapper à toute évaluation, autorisation en vue d'un avortement dit médical. Le rapport parlementaire d'information sur la loi de bioéthique, dont a parlé Priscille au début de cette soirée, préconise d'aller plus loin et d'encadrer l'extension de ce DPNI à des maladies génétiques, sachant qu'un gène défectueux ne va pas toujours s'exprimer, donc ça demanderait vraiment d'être très prudent sur l'analyse et sur la réalité de la survenue d'une anomalie. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la pratique actuelle du dépistage prénatal rend un grand nombre de grossesses anxiogènes, et d'ailleurs que la pathologie soit confirmée ou pas. Dans ces moments-là, les couples sont confrontés à des questionnements auxquels ils ne sont pas préparés, souvent avec un stade de la grossesse avancé, avec des difficultés à comprendre les conséquences pour la mère, pour le bébé, si un diagnostic plus précis est posé. D'autant que certains diagnostics sont posés sans que ni la médecine ni les parents soient en capacité d'agir avant la naissance. Et c'est d'une grande violence, évidemment, pour les parents qui se sentent si impuissants. Et dans ces cas, la proposition d'avortement médical est vécue dans une sorte de fatalité douloureuse, pas tant comme un choix, mais comme une proposition médicale. Et on constate la forte influence de la parole médicale et combien elle peut affaiblir, dans ces cas, la conscience, voire la compréhension de l'acte qui va être posé. Peut-on parler d'une volonté de réussir sa grossesse et son bébé, pardon, de réussir aussi son bébé? À ce stade, la question ne se pose pas consciemment de cette manière-là. Les parents veulent le meilleur pour leur bébé et c'est plutôt est-ce que nous allons pouvoir faire face? Est-ce que ce bébé va être heureux? Est-ce qu'il va être malheureux? Quel va être le regard de la société sur lui, sur nous? Avec à la clé des conflits souvent au sein du couple, chacun ayant besoin d'avancer à son rythme, car ces annonces touchent à des ressorts profonds. Le bébé que l'on ne voit pas, que l'on ne connaît pas, est tout d'un coup réduit à son handicap, et ça demande du temps pour dépasser ces ressentis douloureux, par voie ces rejets quasi instinctifs. Et souvent, ce temps n'est pas là, parce qu'il y a de la pression pour éviter des avortements trop tardifs qui sont plus complexes. Et ça pèse très lourd sur les parents. Dans ce contexte, nous sommes témoins de souffrances post-avortement qui sont souvent très douloureuses. La question du sens de ces diagnostics se pose crucialement avec le diagnostic préimplantatoire, ou DPI,
C'est une pratique qui est autorisée en France depuis 1994, depuis les premières lois de bioéthique, pour éviter la transmission de maladies génétiques héréditaires. Elle consiste à concevoir des embryons par fécondation in vitro, à prélever une cellule des embryons pour les analyser, puis de détruire les embryons susceptibles d'être porteurs du gène héréditaire et ne réimplanter chez la mère que les embryons non porteurs. Je dois dire que nous sommes là devant une grande impasse face à des familles extrêmement éprouvées par la maladie et la grande tentation de cette proposition présentée comme médicale. Alors c'est une pratique qui a été à source de grandes polémiques au moment du Téléthon il y a quelques années, qui avait présenté des enfants indemnes de la myopathie, mais en fait qui n'avaient pas été soignés, mais sélectionnés par des pays. Alors le DPI a été limité aux maladies héréditaires pour éviter les risques d'eugénisme, pourtant déjà bien présents dans cette pratique. Aujourd'hui, le rapport parlementaire de la bioéthique recommande qu'à chaque DPI, en plus, on dépiste la trisomie 21, pourtant qui n'est pas héréditaire, et en plus, il préconise de le généraliser hors maladie héréditaire en proposant un dépistage à tous les couples qui le souhaitent pour étudier leurs caractéristiques génétiques de chacun des conjoints et de procéder à un DPI s'il y a un risque et pour s'assurer que l'enfant sera indemne de tout handicap. En réalité, nous connaissons un effet d'emballement et il est clair que l'offre technique crée la demande. Nous sommes dans une situation d'engrenage qui s'auto-alimente. Personne ne l'a vraiment décidé, mais ça fragilise la société tout entière sur la considération du handicap et de son acceptabilité. D'un côté, on a un corps médical qui se sent comme redevable de dépister les anomalies en améliorant toujours plus les techniques. Et du coup, de l'autre côté, des parents qui attendent beaucoup de la médecine pour soigner et pour éviter les handicaps et les maladies. Et les effets de la judiciarisation pèsent sur les climats actuels. On se rappelle la bataille Perruche, de l'affaire Perruche en France dans les années 2000, où des parents ont demandé des comptes à un médecin du fait d'avoir fait naître leur enfant handicapé plutôt que de l'avoir avorté. Alors, des parents courageux d'enfants handicapés, très blessés par cette approche, ont obtenu que soit inscrit au contraire dans la loi que ce n'était pas un préjudice de naître handicapé. Mais cependant, il peut toujours y avoir des attaques de médecins pour préjudice moral si on ne leur a pas présenté aux parents un diagnostic ou le diagnostic a été mal apprécié. Pourtant, grâce au diagnostic anténatal, des soins sont possibles. Plus de 10 000 enfants sont pris en charge chaque année à la naissance. In utero également, des opérations délicates et encore rares sont possibles. Cependant, certains médecins remarquent et déplorent que des interruptions médicales de grossesse surviennent alors que des interventions auraient été possibles in utero ou à la naissance. En conclusion, est-ce la recherche du bébé zéro défaut ou du bébé parfait? On sait combien des parents peuvent prendre soin de leur enfant quand le handicap survient accidentellement ou quand il est découvert à la naissance. Donc il ne s'agit pas de taire la souffrance qui est à l'origine de ces pratiques, ni de juger les parents qui sont pris dans un système auquel il est devenu difficile de résister. Mais c'est un fantasme de croire que des décisions individuelles, d'autant plus qu'elles sont légales et en plus présentées comme médicales, n'affectent pas la société tout entière sur le regard posé sur les personnes handicapées. Au fond, c'est dessiner une culture à laquelle finalement beaucoup finissent par se conformer. Et aujourd'hui, ce sont les personnes handicapées elles-mêmes qui prennent la parole pour dire leur souffrance et leur devoir remis en cause la légitimité de leur propre vie. Et d'ailleurs, certaines ont rejoint Vita pour faire entendre leur voix. À ce stade, toute politique de soutien aux personnes handicapées ou de recherche médicale ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les tentations d'eugénisme, de sélection qui traversent notre société. Et cela doit nous motiver personnellement, socialement, politiquement, à nous engager pour que la fragilité ne soit pas synonyme d'exclusion, mais bien de progrès dans le soin, de solidarité et de fraternité. Merci.